Bonjour à tous, aujourd'hui nous découvrons un nouveau métier, le sismologue. Le sismologue étudie les tremblements de terre et propose des solutions pour minimiser les dangers. Pour être efficace, il passe beaucoup de temps sur le terrain, qu'il doit bien connaître. Alors, mon métier, moi, c'est d'étudier les tremblements de terre, ce qu'on appelle les séismes aussi. Et donc, étudier et comprendre pourquoi on a des tremblements de terre, où on peut en avoir, et où ont eu lieu les tremblements de terre dans le passé, et où peuvent avoir lieu les tremblements de terre dans le futur. En fait, la Terre, la grosse boule qu'on voit ici, elle est découpée en différents morceaux, ce qu'on appelle des plaques. En fait, des plaques. On en a par exemple une qui fait toute la partie de l'Afrique, une partie sud-américaine. Et ces plaques, elles bougent les unes par rapport aux autres. Et ce qui nous paraît assez bizarre, nous, c'est que ces plaques, c'est les cailloux, le rocher qu'on a en dessous de nous, et elles se déforment. Elles se déforment comme un élastique. Donc on est debout sur quelque chose qui nous paraît dur, rigide, mais qui se déforme comme un élastique. Et en fin de compte, elle se déforme petit à petit. Et on va avoir, par exemple, on imagine qu'on est sur le sol, c'est le sol ici. Et en fait, l'élastique, il va se déformer petit à petit, parce qu'on pousse, les plaques, elles bougent l'une par rapport à l'autre. L'élastique se déforme, et puis il y a un endroit, entre les deux parties, là, qui est un peu plus fragile. Ça va se déformer, et puis ça va casser. Et c'est au moment où ça casse que l'on va avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie qui va se propager et ça va faire le tremblement de terre. C'est ça qui font les secousses. C'était un hasard, en fait, au départ. Quand j'ai fait mes études, ou à un moment, quand on fait ses études, on doit travailler sur un sujet, on a un sujet, et on m'a proposé de travailler sur la Mongolie. C'était mon travail d'étude, ce qu'on appelle un travail de thèse, mais bon, c'est un travail où on fait une étude pendant plusieurs années, on essaie de comprendre une question, on nous pose une question, comme une question que tu viens de me poser, mais sur laquelle il va falloir travailler assez longtemps. Et on va écrire un document, on va expliquer le résultat de nos travaux. Donc ça a été le début. Et en fin de compte, pourquoi j'ai continué à travailler sur la Mongolie, parce que je suis allé plusieurs fois, c'est tout simplement que il y avait beaucoup de questions auxquelles je n'avais pas encore de réponse. La Mongolie, c'est un très grand pays, il fait 3 fois la France. Donc c'est un très grand pays, 3 fois plus grand, mais il y a très peu d'habitants. Il y a 3,5 millions d'habitants, donc on va dire, dans tout le pays, c'est 3 fois plus petit que Paris. Et donc en dehors de la grande ville, on est un petit peu dans la région, un peu dans la région très peu habitée. Et donc toutes ces traces, elles sont bien conservées. Mais il y a une grande ville où beaucoup de gens habitent, et là la question elle est-ce qu'ils peuvent avoir un tremblement de terre qui peut créer des désordres, qui peut créer des dégâts, et qui peut être dangereux pour les gens, pour l'argent, pour l'économie, détruire des usines, détruire des maisons, mais aussi pour les personnes. Et donc j'ai continué à travailler près de la capitale, près de cette ville-là, pour essayer de comprendre où il y avait des séismes dans le passé, et est-ce qu'ils peuvent de nouveau avoir lieu dans le futur, ou est-ce qu'on peut en avoir dans le futur qui pourrait être dangereux pour la ville elle-même. Est-ce que tu as déjà vécu un tremblement de terre en Mongolie ou ailleurs? Alors, non, pas en Mongolie. En Mongolie, il y a des très grands tremblements de terre, mais quand moi j'étais en Mongolie, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu des gros que j'ai ressentis en tout cas. Par contre, à Colmar, en 2003, en février 2003, il y a eu un tremblement de terre dans les Vosges que j'ai très bien ressenti. Ça a même un peu fait peur. J'ai d'abord senti une petite secousse. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un coup, la secousse était beaucoup plus forte. J'avais l'impression que les murs faisaient du bruit. Ça vibrait de partout. Ça a duré quelques secondes. Je me suis dit, ah, un tremblement de terre, ça dure encore longtemps, et ça s'est arrêté. Et ce tremblement de terre, il était à peu près à 40 km de là où j'étais.
Et pourtant, je l'ai ressenti. Il a fait un peu quelques dégâts, donc ça, c'est un que j'ai ressenti. Il y en a un autre que j'ai ressenti, alors très loin de la France, dans une île qui s'appelle Mayotte, qui est pas très loin de l'Afrique. Et là, c'était beaucoup plus récent, c'était en 2018, il y a quelques années. Et là, il y a des tremblements de terre qui sont liés à un volcan qui se met en place. Et on avait été sur place justement pour aller regarder les dommages qui avaient été faits par les tremblements de terre précédents. Et pendant la soirée, quand on était en train de manger à un restaurant, on a senti le tremblement de terre qui a fait tout vibrer. C'était assez court, mais les gens qui étaient sur place ont tout de suite dit « Ah, un tremblement de terre ». On a senti la vaisselle qui vibrait, les couverts, etc. Ça a duré quelques secondes et ça s'est arrêté. C'est mes plus gros tremblements de terre. Donc pour quelqu'un qui travaille beaucoup sur les tremblements de terre, c'est quand même des petits pour moi. Il y a des gens qui en vivent des beaucoup plus gros. Quels sont tes outils? Alors les outils, le premier outil pour voir un tremblement de terre ou ressentir un tremblement de terre, c'est l'humain. Et lui, il est partout. Dès qu'il y a des personnes qui habitent l'outil, on va dire « Ah, tiens, j'ai ressenti un tremblement de terre. Comment tu l'as ressenti ?» Donc ça, c'est un premier outil qu'on peut utiliser très loin dans le passé. Maintenant, si on veut savoir de façon un peu plus précise, on a des outils un peu plus modernes. Alors là, j'ai des exemplaires un peu simples. C'est ce qu'on appelle des sismomètres. Donc mètre, c'est de la mesure. Sismo, c'est les séismes. On va mesurer les séismes. Et en fin de compte, on pose des instruments au sol. Et ces instruments au sol, ils vont mesurer à quel moment on sent un tremblement de terre à un endroit. Est-ce qu'il y a une différence entre un tremblement de terre, un séisme et une secousse? Alors, les trois mots veulent dire à peu près la même chose. Tremblement de terre, c'est tout simplement on est sur la terre et ça tremble. Donc c'est un tremblement de terre. Séisme, c'est un mot qu'on utilise plus, les gens qui travaillent sur le sujet, on parle plus de séisme. Séisme, parfois on pense plutôt à l'endroit où ça se passe. Tremblement de terre, ça peut être un peu l'endroit où on a la cassure, mais aussi l'endroit où on ressent, donc plus ou moins plus loin. La secousse, elle, c'est ce qu'on va ressentir à différents endroits. Est-ce qu'on peut les prévoir et comment peut-on se protéger à l'avance? Alors les prévoir, non. On ne sait pas, on est incapable de dire, en tout cas aujourd'hui, on espère qu'un jour on y arrivera, mais on ne sait pas quoi mesurer de suffisamment fiable pour dire que le prochain tremblement de terre, il aura lieu à un endroit précis, avec une taille, petit, moyen ou grand, on peut mettre des chiffres derrière, magnitude 4, magnitude 5, magnitude 6, et à un certain moment, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ça, on est incapable de le dire. Nous, on essaie plutôt, non pas de dire quand on peut en avoir un, donc le prévoir de façon précise, mais on peut dire, dans cette zone-là, vous risquez d'en avoir. Et du coup, c'est la deuxième partie de la question, c'est que comment s'en protéger? La première question, c'est on va se protéger de quoi? Est-ce qu'on va se protéger de petits tremblements de terre qui ont lieu souvent? Ou est-ce qu'on va se protéger des gros tremblements de terre? Et gros jusqu'à quelle taille? Donc pour s'en protéger, en fait, on va se protéger de tout ce qui peut être dangereux pour nous. Donc les plus gros dangers qu'on a autour de nous, ce sont les objets qui peuvent nous blesser. Il y a eu plusieurs tremblements de terre à Strasbourg ces dernières années. Quels sont les risques chez nous et y a-t-il souvent des tremblements de terre qui font des dégâts en France? À Strasbourg, ces tremblements de terre, ils sont un petit peu particuliers parce qu'ils ont été, aidés, entre guillemets, par une industrie. On va dire, on cherche de la chaleur au fond de la terre pour essayer de se chauffer avec, etc. Et donc, le fait d'avoir des trous dans la terre et d'injecter de l'eau et de faire des choses, ça peut changer un petit peu des choses, ça peut faire casser des petites choses. Là, il y a eu des tremblements de terre qui ont été ressentis un peu plus grands que ce que les gens souhaitaient avoir. Mais derrière ça, en fait, la question, elle est, est-ce que là où on est, finalement, avec cette industrie ou sans cette industrie, est-ce qu'on peut avoir des tremblements de terre? Par contre, tu poses la question pour la France entière, c'est vrai aussi pour la France entière, mais les séismes sont rares en France. On appelle la France un pays où on a une sismicité modérée. Dans quel pays y a-t-il le plus de tremblements de terre et combien y en a-t-il chaque année dans le monde? Alors, si on compte en nombre, ça va un peu dépendre. Si on compte les plus grands et les plus fréquents, on a quand même des pays qui subissent beaucoup de tremblements de terre. Ce dont on parle le plus souvent, c'est le Japon. Donc le Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre. Il y a aussi tout l'ouest des États-Unis, la Californie. On a entendu parler des grands tremblements de terre en Californie. Donc on va dire on a ces endroits-là. Et on a aussi les grandes montagnes, les grandes chaînes de montagnes. Donc toute la chaîne de l'Himalaya,
Si on a eu des montagnes, c'est qu'on a eu des tremblements de terre. Y a-t-il des séismes uniquement sur la planète Terre? Alors, non, mais le problème pour savoir s'il y a des séismes, il faut les mesurer ou les ressentir. Donc si on a une planète avec des gens qui vivent dessus et qui nous disent « j'ai ressenti un séisme », on va savoir que ça, je crois qu'on n'a pas encore trouvé pour l'instant. Après, je sais, sur la Lune, on a été posé des capteurs. Il y a un capteur qui est posé qui a été envoyé sur Mars. Et donc on sait qu'on essaie de les mesurer. Quel a été le plus fort séisme de tous les temps? Alors le plus grand séisme que l'on connaisse, que l'on connaît dans le passé, c'est un séisme de magnitude 9,5. Donc c'est un très grand séisme qui a cassé à peu près sur 500 km de long, sur une très très grande zone, voire même, je crois même que ça a été jusqu'à 1000 km si je ne me trompe pas, et qui a été au sud de l'Amérique, l'Amérique du Sud, la bordure, et qui a été le plus grand que l'on connaisse. Est-ce qu'un tremblement de terre peut provoquer des tsunamis ou des éruptions? Alors pour les tsunamis, oui. Et en fait, la plupart des tsunamis sont faits, la cause, l'origine, c'est le tremblement de terre. Je vous parlais un petit peu tout à l'heure de la plaque de subduction. En fait, le fameux séisme dont je disais en 2011 qui a eu lieu près du Japon, l'île du Japon est d'ailleurs une île volcanique, on va reparler de ça, c'est des volcans qui sont à un endroit, sur une plaque. Vous avez une autre plaque qui passe en dessous, donc tu as la plaque qui passe en dessous. Cette plaque, à un moment, en fait, ça va se déformer, et puis ça va casser, comme un élastique, ça casse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau par-dessus. En fait, c'est comme dans une baignoire. Si tu prends ta main dans l'eau et puis tu te mets à soulever une main, tu auras une vague qui va se faire au-dessus. Tu peux faire des vagues. Ça fabrique une vague. Et cette vague, elle va partir, elle va voyager à la même vitesse qu'un avion. Quand tu vas en voyage, que tu prends l'avion, à la même vitesse qu'un avion. Et cette vague, elle va avancer, et puis elle va arriver sur la côte. Et elle va avoir une puissance énorme, parce que c'est une vague qui peut être très grande, très grosse, qui peut faire plusieurs mètres de haut, et elle va avoir beaucoup d'énergie, elle va aller détruire des choses. Donc tremblement de terre et tsunami, ça va vraiment ensemble. Éruption volcanique, alors il y a deux choses, c'est que le volcan, tu sais qu'il y a du magma dans le volcan, il y a de la roche fondue, la roche très chaude, c'est ce qui sort après. En fait, quand elle commence à chauffer, elle commence à gonfler, elle commence à prendre de la place. Donc évidemment, il y a de la pierre autour, tout ça, ça va casser. Et en cassant, en bougeant, ça va créer des tremblements de terre. Donc le volcan, quand il vit, quand il bouge, quand il gonfle, il va créer des tremblements de terre. Alors, comment tu as trouvé la discussion, l'interview qu'on a eue ensemble? Elle était bien et j'ai appris beaucoup de choses. Moi, un sujet qui m'intéressait beaucoup, c'était pourquoi être allé en Mongolie. Parce que pour moi, la Mongolie, c'est une zone où il n'y a pas vraiment de tremblement de terre, alors qu'en fait, il y en a beaucoup. J'ai bien aimé apprendre toutes les choses que je ne savais pas. Voilà. Et j'ai bien aimé la question avec lesquels objets vous utilisiez. Et j'ai bien répondu à la question? Oui. D'accord. J'ai trouvé super et j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'était une belle expérience. Je ne savais absolument rien sur les tremblements de terre. Bon, maintenant qu'on arrive un peu à la fin, comment tu as trouvé? J'ai trouvé ça très bien et j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que tu as bien aimé cette expérience de venir au vaisseau et interviewer des petits-enfants? Alors, l'expérience, c'est moi. Oui, l'expérience est très intéressante. Ça passe très vite. Je pense que j'étais plus nerveux que vous. Les apprentis journalistes. Le mois prochain, on part à la découverte du métier d'un enseignant en sciences de la Terre. Retrouvez l'épisode sur notre chaîne YouTube et en podcast.